Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, qui rejoignent ici ce webinaire où on va parler d'éducation aux États-Unis avec trois personnes qui ont des choses à dire sur le sujet et qui sont particulièrement éloquents et en général pertinents sur le sujet que nous allons évoquer. C'est Morgane, Adrien et Olivier Sureau, tous trois de USA France Financials, qui a l'habitude de faire des webinaires avec nous pour la qualité des informations qu'il délivre. Merci à beaucoup à vous d'être là et je vous laisse la parole. Adrien, je crois que tu vas commencer. Euh, Ouais, merci beaucoup Romain et merci pour avoir organisé ce webinaire. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Romain, moi, je suis Adrien de USA France Financial. Je suis accompagné de mes deux collègues Morgane et Olivier. Alors pour les présenter, donc Olivier est CPA et expert comptable ici aux États-Unis. Morgan est Financial Advisor, spécialisé sur toutes ces questions des études. C'est une grosse question qu'on se pose. On arrive ici aux États-Unis, on a une famille, on sait que les coûts ne sont pas les mêmes que ceux qu'on connaît en France. Et comment planifier, comment s'organiser. La spécialiste aujourd'hui, c'est Morgan. Avant de commencer la présentation, un petit mot sur la compagnie USA France Financial. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un cabinet de gestion privée ici aux États-Unis. On s'est vraiment spécialisé dans l'accompagnement de la communauté française, franco-américaine, qui est venue s'installer ici. Et notre but, c'est d'être capable de vous accompagner dans la gestion de toutes vos problématiques financières. Donc bien sûr, tous les aspects de stratégie en placement, investissement, mais également l'aspect fiscalité, que ce soit au sein de la stratégie patrimoniale, au niveau successoral, l'aspect de la retraite, et enfin la protection familiale. Donc voilà quelques mots sur le cabinet. Sans plus tarder, je donne la parole à Morgane qui va pouvoir commencer sur le sujet du jour, qui est l'éducation. Morgane. L'éducation et justement en termes d'éducation, sachez que vous pourrez poser vos questions à la fin. Je vous recommande d'utiliser le bouton Q&A pour les rédiger et Morgane, Adrien et Olivier vont y répondre, surtout Morgane sûrement, à toutes les questions que vous pourrez nous poser, mais à la fin. Voilà. Tout à fait. Parfait. Donc, je vous remercie pour cette présentation, Romain et Adrien. Donc, c'est un plaisir de pouvoir partager ces informations sur le système universitaire aux États-Unis avec vous aujourd'hui. Pour un peu plus de background, donc, comme l'a mentionné Adrien, je suis Financial Advisor chez USA France Financials. Ce webinaire, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ma famille et moi, nous avons déménagé aux États-Unis il y a plus de 20 ans maintenant. Donc j'ai dû passer à travers ce process. C'était les challenges aussi, découvrir un nouveau système. Donc ce n'était pas très facile au début, mais voilà. Donc le but, c'est de partager ces informations avec vous, les do's, les don'ts, et voilà. Donc vous aurez, comme mentionné Romain, l'occasion de poser vos questions à la fin aussi. Donc allons-y au niveau des sujets d'aujourd'hui. Nous allons revoir ensemble les différents types d'universités aux États-Unis, les coûts bien sûr, l'aide fédérale et les options de financement privé. Alors commençons avec les types d'universités. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a trois différents types d'établissements. Donc les universities, assez classiques ici. Ça peut être des écoles privées, publiques, écoles de recherche, et ce sont des programmes de 4 ans. Ensuite, nous avons les colleges. Donc ici, c'est des écoles qui sont généralement plus petites en taille. Ça peut être des écoles un peu plus spécifiques liées à la religion, écoles non mixtes. Ça peut être des programmes qui durent de 3 à 4 ans. Et ici, vous avez certainement entendu du terme community college. Donc ce sont des écoles qui sont plus petites. Ce sont des écoles qui sont généralement liées au township où on habite. Et il est possible de faire 2 ans dans un community college et ensuite faire les 2 dernières années dans une university. Pourquoi est-ce que c'est une option? Justement, les community colleges sont beaucoup moins chers au niveau de tuition que les universités. Donc, c'est tout à fait une possibilité. Soit faire 4 ans dans une université, 4 ans dans un college, ou 2 ans dans un community college et 2 ans dans une université. Et finalement, les trade schools, donc c'est des écoles professionnelles. Ça peut être lié à des différents types de carrières. Donc, si votre enfant souhaite être boulanger, cuisinier, électricien, c'est vraiment dans un trade school qu'on fait ceci. Alors, parlons des Ivy Leagues. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler d'au moins Harvard. Ce sont des écoles aux États-Unis qui sont très connues, donc qui comptent parmi les écoles les plus prestigieuses aux États-Unis. Elles peuvent être considérées comme une référence pour la mesure de qualité de l'éducation, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde entier.
Donc, combien d'Ivy Leagues est-ce qu'il y a? Il y a 8 écoles situées au nord-est des États-Unis. Ce sont tous des universités privées. Et pour vous donner une idée des taux d'acceptation, donc pour 2022 à 2023, les taux donc ils ont varié entre 3,41% à 7,34%. Donc oui, ici, les taux d'acceptation peuvent paraître faibles, mais par contre, il faut savoir que pour les étudiants qui ont des bonnes notes, un bon score GPA, SAT, ACT, IB, il y a des meilleures chances d'être accepté dans ces universités. Et ces universités, non seulement les Ivy Leagues, mais de façon générale, qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils regardent une application d'étudiants? Ils recherchent que les étudiants ont des différentes expériences culturelles aussi, qui parlent différentes langues. Donc le fait que votre enfant ait peut-être grandi aux États-Unis, en France, autres pays, parle différentes langues, ça va vraiment aider à booster son application comparé à d'autres étudiants américains qui ont grandi aux États-Unis qui parlent qu'anglais. Donc, c'est vrai que c'est des taux qui ont l'air assez faibles, mais justement pour des types de profils internationaux, on a beaucoup plus de possibilités d'être accepté. Et ensuite, parlons des frais de scolarité. Donc, ça, c'est pour 2024. Ça varie pour ces écoles entre 56 000 à peu près 68 000. Alors, ceci prend en compte simplement le tuition, donc tout ce qui est logement, repas, matériel de classe, ce n'est pas pris en compte. Et oui, c'est très cher, on le sait tous, c'est les Ivy League, mais par contre, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aides liées à ces universités. Donc justement, en 2025, en début d'année, Harvard, ils ont publié un article donc pour tous les étudiants avec les familles qui gagnent en dessous de 200 000 dollars par an. S'ils sont acceptés dans Harvard, ils peuvent avoir un full ride, donc 100% du tuition qui serait couvert, qui n'a pas besoin d'être remboursé. Donc si votre enfant souhaite étudier dans une de ces universités, ils ont des bonnes notes à l'école, ils ont des bons profils, différentes langues, c'est vraiment une possibilité. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors ensuite, voici le timeline de l'université. Souvent, on pense qu'il faut préparer pour entrer à l'université 1 an après, 2 ans après, avant. Donc ce n'est pas le cas. Il faut justement commencer depuis le ninth grade freshman year à préparer pour ses études. Parce qu'on va voir que le GPA vraiment va jouer un rôle clé dans l'acceptation de l'université et les bourses d'études aussi. Donc ninth grade, c'est vraiment le moment de commencer à construire un bon GPA. GPA, c'est Grade Point Average, donc ça va être la moyenne des notes dans les différents cours au lycée. De façon générale, le GPA a un maximum de 4. Donc plus les notes sont élevées, plus le GPA va être élevé. Ensuite, on passe au 10th grade. Donc je vais continuer à me répéter ici, c'est vraiment important d'avoir des bonnes notes dans l'école. Et commencer peut-être vers la fin du 10th grade à réfléchir aux universités qui pourraient vous intéresser. Ici, il est aussi important, donc non seulement à partir du 10th grade, mais 11th et 12th grade, de participer dans des clubs d'école. Ça peut être club de théâtre, club de business, participer à des sports, tennis, foot, et faire du volontariat. Aux États-Unis, c'est très très important que quand ils regardent les applications, qu'il y ait une personne, comme j'ai mentionné, qui a bien sûr des bonnes notes, mais aussi des personnes qui give back to the community, qui participent dans différentes activités. Donc ça va vraiment jouer un rôle clé dans l'application de votre enfant. Ensuite, on va passer au 11th grade. Donc ici, ça commence à devenir, oui, plus important pour l'université. Donc continuez à améliorer le GPA. Faites une liste d'universités que vous aimeriez intégrer. Et ensuite, visitez les universités. Donc j'insiste vraiment là-dessus. C'est très, très important de visiter les universités, se rendre sur place sur le campus. Parce qu'on peut avoir une idée en visitant le site web de l'université, on regarde leurs photos, les vidéos, ça a l'air super. Et une fois qu'on est sur le campus, on peut avoir vraiment un différent avis. Donc, c'est mon expérience personnelle que j'ai eue. Tout le monde m'avait parlé de cette université, elle est super, tout le monde y va, il faut que tu applies. Je suis allée avec mon père et après 10 minutes sur le campus, j'ai dit non, c'est pas possible, je ne peux pas passer 4 ans ici. Donc ici, c'est vraiment important de prendre 1 jour, 2 jours off pour prendre le temps de visiter les universités avec votre enfant. Il va passer 4 ans ici, donc c'est vraiment important qu'il se sente confortable. Et ensuite, s'il y a un conseiller d'universitaire qui vient visiter le lycée de votre enfant, assistez à cette séance d'information. Vous pouvez lui poser des questions en one-on-one et aussi avoir leur business card. Donc, vous aurez un email, numéro de téléphone direct avec quelqu'un qui travaille à l'université plutôt que de passer par leur email générique. Et finalement, passer le SAT, ACT ou IB. Donc, ce sont des examens aux États-Unis. Il y a un score maximum et quand on passe un de ces examens, à la fin, notre score va aider à nous déterminer si on est accepté dans une université ou pas.
Et voilà, ça peut nous donner des meilleures bourses d'études aussi. Il faut savoir que le SAT, c'est un examen qui est assez challenging pour les personnes qui n'ont pas grandi aux États-Unis. Ici, on nous teste vraiment sur le vocabulaire anglais, l'orthographe, tout ce qui est mathématiques. Donc, pour ce genre de profil, moi, ce que j'ai fait par exemple, c'était un peu plus dur que moi, ayant grandi dans une famille franco-américaine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du temps avec un SAT tutor. Donc, c'est une personne qui est venue chez moi 3 heures par semaine à m'aider à refaire des practice exams, m'apprendre comment répondre aux questions, parce que test taking, c'est un skill extrêmement important aux États-Unis, et ça m'a vraiment aidé. Donc, au final, mon score a été amélioré, et grâce à ceci, j'ai pu avoir des meilleures bourses dans mon université. Ensuite, la dernière année du lycée, le 12th grade senior year, continue à améliorer le GPA. Ce n'est pas parce que c'est la dernière année qu'on finit d'étudier. Postuler aux universités, repasser le SAT, ACT si besoin. Donc vous pouvez passer plusieurs fois, il n'y a pas une limite sur ceci. Et envoyer votre relevé de notes aux universités. Ici, la plupart du temps, une rédaction peut être demandée. Et c'est ici où l'université souhaite savoir Who are you? Donc c'est le moment où votre enfant peut dire j'ai eu cette expérience en France, aux États-Unis, voici les challenges, euh, this is how I overcame it aussi. Donc il faut vraiment build son histoire ici. Et donc c'est ce qui va vraiment permettre à votre enfant d'avoir une application différente que celle des autres. Ensuite, faire une demande de bourse si vous le souhaitez et le FAFSA aussi. Donc ceci, on va rentrer dans les détails un peu plus loin dans la présentation. Et voilà, c'est vraiment important de passer du temps depuis le ninth grade à bien étudier, avoir un bon GPA, participer dans les activités d'école, visiter les universités, et ensuite préparer son application. Alors, quels sont les différents facteurs à prendre en compte lorsque l'on décide à quelle université est-ce que je souhaite apply? Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de critères ici. Donc, malheureusement, on n'a pas le temps de revoir chaque critère, mais pour moi, les plus importants sont les classes et les programmes. Donc, ici, je m'explique, si votre enfant souhaite, disons, devenir dentiste, il est important qu'il aille dans une école pour ceci, vraiment spécialisée là-dedans. Si votre enfant est undecided, donc c'est assez commun, il ne sait pas ce qu'il veut faire, la recommandation serait d'aller dans une université publique avec différents schools dedans. Donc ici, je prends l'exemple de mon université. Je suis allée à Temple University à Philadelphie. Moi, je savais que je voulais faire business, donc j'étais directement enregistrée dans leur école de business. Par contre, ils avaient d'autres écoles au sein de Temple, donc école de liberal arts, école de sciences aussi. Donc première année, deuxième année, si j'ai réalisé que le business n'était pas ce que je voulais faire, je pouvais tout à fait transitionner dans une de les autres écoles à Temple sans pénalité. Et voilà, donc c'est très commun que les enfants ne savent pas exactement ce qu'ils souhaitent faire la première, deuxième année. Si c'est le cas, la solution serait d'aller dans une école publique avec beaucoup d'options. In-state et out-of-state, on va en parler souvent dans cette présentation. Alors, lorsqu'on étudie dans son état de résidence, on est in-state et on a des tuitions qui sont beaucoup moins élevées que si on étudie dans un état hors résidence. Donc voilà les différences en in-state, out-of-state. On va voir que ça a des grosses différences de prix dans les slides qui viennent. Ensuite, public-privé, donc assez simple ici. Bien sûr, les écoles publiques vont être beaucoup moins chères que les écoles privées. Un autre critère qui est assez important, je pense, pour les familles françaises aux États-Unis, surtout pour les étudiants qui vont faire 4 ans aux États-Unis, c'est les programmes d'études à l'étranger. Donc moi, j'ai grandi aux États-Unis, à Philadelphie, et j'avais toujours de la famille, des amis en France. Je voulais vraiment avoir cette connexion aussi avec la France, cette opportunité de pouvoir étudier en France. J'avais de la chance que dans mon université, ils avaient un exchange program, donc un study abroad program avec la France. Donc j'ai pu faire un semestre dans une école de business à Lyon. Je sais que toutes personnes qui ont fait un study abroad ont eu des super expériences. Donc c'est une des recommandations. Si ça intéresse votre enfant d'étudier en France, n'hésitez pas à voir avec l'université s'ils ont des programmes d'échange. Et finalement, les taux d'acceptation, c'est très important, et la moyenne des notes. Donc ici, c'est tout ce qui est GPA, SAT, ACT. Ici, ça va vraiment nous donner un benchmark. Donc, on peut aller sur le site web de l'école, l'université, et voir quelle est la moyenne de GPA, SAT, ACT et comparer nos résultats. Donc, ici, on peut se dire, si on a un GPA qui est bien au-dessus que la moyenne de l'université, on est presque sûr qu'on va être accepté.
Si c'est en dessous, ben, on a toujours une chance, mais c'est pas gagné. Donc au moins, ça nous donne l'opportunité d'avoir un benchmark, voir si c'est realistic ou pas de apply à ces universités. Alors ensuite, parlons des coûts. C'est vrai que c'est la grosse question aux États-Unis. Donc quand on parle des coûts universitaires, on ne parle pas que du tuition. Il faut prendre en compte tout ce qui est manuel scolaire, matériel pour les cours, coûts de repas. Nous, ce qui nous avait choqué en arrivant à l'université, c'est que des universités nous forcent à payer les coûts de repas, même si on cuisine chez nous, on ne mange pas sur le campus. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi les frais, le logement et ensuite peut-être d'autres types de dépenses, donc le transport, l'ameublement, du logement, les courses. Donc ici, on compare différents types de coûts selon différents types d'universités. On va comparer les établissements publics, privés, in-state et out-of-state. Donc voici les chiffres, donc c'est les moyennes pour l'année 2024 à 2025. Si notre enfant décide d'étudier dans une université publique dans son état de résidence, le tuition est à peu près de 11 000 par an. Par contre, si on décide d'étudier dans un out-of-state school, on est à peu près plus de 10 000 plus, 24 500, et les écoles privées, beaucoup plus chères, 43 500 par an en termes de tuition. Après, on va voir les autres coûts qui sont élevés, peut être le logement et les manuels matériels pour les cours. Ici, que ce soit in-state, out-of-state, public, privé, il ne va pas avoir une grosse différence. Donc, on est à peu près pour le logement entre 12 300 et 13 800 pour une année. Et tout ce qui est matériel, à peu près 1200 par an. Donc, si on étudie dans une école qui est publique, in-state residency, pour un an, on a à peu près pour 24 500. Mais bien sûr, on n'étudie pas que pour une année, c'est sur 4 ans. Donc, quel est le prix total? Donc, ici, sur 4 ans, si on étudie, comme dans le dernier exemple, dans une école qui est publique et qui est in-state, total, c'est à peu près de 98 000 par ces 4 ans pour un bachelor program. Si on est public mais out of state, on voit que c'est à peu près 50 000 de plus sur 4 ans. Et bien sûr, dès qu'on parle d'université privée, beaucoup plus cher, à peu près 234 000 sur ces 4 ans. Quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que sur l'année 2024 à 2025, le tuition a augmenté d'à peu près 5,5%. Et de façon générale, selon l'histoire aux États-Unis, tout ce qui est tuition aux États-Unis augmente plus vite que l'inflation, le CPI. Donc c'est très important justement d'avoir une bonne stratégie financière en place pour battre l'inflation. Sinon, malheureusement, on perd c'est à cause de l'inflation. Donc c'est très important de prendre ceci en compte. Et justement, comment réduire les coûts d'université? Donc, on a déjà parlé de in-state, out-of-state. Ça vaut le coup d'étudier dans son état de résidence. Une école publique va être beaucoup moins chère qu'une école privée. Il y a également des bourses d'études. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté au début avec le GPA, SAT, ACT. Les meilleures notes qu'on a, les meilleures chances qu'on a d'avoir une bourse d'études, ce qu'on appelle un scholarship aux États-Unis. Et ceci, on ne le rembourse pas. Donc c'est du free money que l'école nous donne. Justement, ils donnent ceci car ils veulent que votre enfant aille à cette université. Donc voilà, c'est des bourses qui ne vont pas être remboursées. Généralement, c'est donné par l'université. Il faut savoir qu'il y a également d'autres types de scholarships avec le gouvernement américain, peut-être dans le township aussi où vous habitez. Il y a des grosses corporations aussi qui donnent des opportunités d'avoir des scholarships. Donc voilà, il faut un peu se renseigner là-dessus, mais il y a des opportunités. Et ensuite, au niveau du transport et commuting, donc ceci, ce n'est pas un choix qui est accessible à tout le monde, disons. C'est un choix personnel. Donc ici, on parle de prendre les transports en commun ou prendre sa voiture pour aller à l'école et ne pas habiter sur campus, donc de ne pas payer le logement. Donc si votre enfant, l'université qu'il choisit n'est pas très très loin de votre maison, c'est une possibilité de commute, donc de ne pas payer c'est à peu près 12 000 à 13 000 par an sur le logement. Et finalement, les AP credits, donc AP c'est Advanced Placement Credits, ce sont des cours qu'on peut prendre au lycée sur différents sujets, donc ça peut être l'espagnol, le français, psychology, European history, juste pour donner quelques exemples. À la fin de ce cours, donc c'est un cours qui est un peu plus difficile que les cours normaux, disons, à l'université. À la fin, on a l'opportunité de prendre un AP exam. Après, selon nos résultats, on aura 1 à 5. Et à partir du score de, disons, 3 ou 4, c'est à ce moment-là où ces crédits peuvent être pris en compte dans l'université.
Donc, au lieu de prendre des cours et payer pour des crédits à l'université, qui est beaucoup plus cher que juste prendre cet examen et avoir ses crédits au lycée. Donc, ça peut être une possibilité aussi pour réduire les coûts, et on va vous montrer des exemples un peu plus concrets là-dessus. Donc ici, on va prendre l'exemple du in-state, out-of-state. On a Nadia et Raphaël qui sont tous les deux résidents de l'État de Pennsylvanie. Nadia va à Temple University à Philadelphie et Raphaël, lui, décide d'aller en Floride. Donc déjà, on va voir la différence en termes de tuition. C'est plus cher d'étudier en Floride parce que Raphaël n'habite pas en Floride, il habite en Pennsylvanie. Et on peut voir que le room and board est aussi un peu plus cher en Floride. Mais sinon, le reste reste à peu près pareil. Ils ont tous les deux des bourses, les mêmes frais de textbook à payer. Donc en prenant ceci en compte, Raphaël, parce qu'il est résident de Pennsylvanie et va étudier out of state en Floride, le tuition est à peu près 10 000 $ de plus par an. Donc sur 4 ans, à peu près 40 000. C'est un gros impact, je dirais. Donc en termes de réduire les coûts, in-state, out of state, je dirais que c'est celui qui a le plus fort impact avec le commuting. Donc ici, Marie et François, qui sont toujours résidents de l'État de Pennsylvanie, ils vont toujours à Temple University. Donc ils ont la même tuition, le in-state. La différence ici est que Marie, elle habite chez ses parents à la maison et elle a simplement ce frais de commuting pour prendre les transports en commun. François, lui, il habite sur campus, donc il a room and board à payer, le logement, et le meal plan. Donc ici, on peut voir qu'il y a aussi un gros impact, comme in-state, out of state, et que Marie, elle va payer presque à peu près un peu plus de 10 000 $ moins par an. Donc, avec la combinaison de in-state et commuting, ça va vraiment jouer une grosse différence en termes de coût. Mais voilà, c'est pas un choix qui est facile pour tout le monde, disons, c'est un choix personnel, mais c'est toujours une option pour certaines personnes. Et les crédits AP, donc ici, juste une petite note, toutes les universités n'acceptent pas forcément les crédits AP. Donc c'est à vous de vous renseigner avec l'université, d'avoir la confirmation. Et tous les crédits n'ont pas la même valeur monétaire. Donc ici, l'exemple que j'ai pris, c'est vraiment pour Temple University. Donc dans cet exemple, on a Emmanuel et Philippe, qui sont tous les deux résidents de l'État de Pennsylvanie, étudient in-state à Temple. Donc ils ont le même tuition, les deux commutent. La différence, c'est que Emmanuelle, quand elle était au lycée, au high school, elle a passé plusieurs cours AP et elle a eu des super résultats. Du coup, elle a 9 crédits. Ces 9 crédits, ça traduit à peu près chez Temple 1414 $. Donc, Emmanuelle n'aura pas à payer cette valeur pour aller dans son université. Donc, essentiellement, ça peut couper le coût d'un cours ou d'un semestre si votre enfant a vraiment eu beaucoup de crédits AP. Et quelles sont les aides financières publiques? Donc ici, on parle du FAFSA. Le FAFSA, c'est le Free Application for Federal Student Aid. C'est un programme du US Department of Education qui permet aux étudiants de bénéficier d'une aide publique sous les formes de prêts de gouvernement pour les aider à payer les frais d'université. Alors, juste une petite note importante ici. Toutes personnes sous visa ne sont généralement pas autorisées à faire une demande de FAFSA. Donc, tout le monde carte verte, US Citizen, bien sûr, ils ont le droit. Mais malheureusement, Visa n'est pas toujours accepté. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit quand on fait une demande de FAFSA? Donc, il faut remplir un formulaire avec le US Department of Education. Il faut être approuvé, bien sûr, pour recevoir cette aide. Ensuite, on a le droit d'avoir deux types de prêts. C'est le Direct Subsidized and Direct Unsubsidized Loans. Il y a un délai de grâce de 6 mois après l'obtention du diplôme pour repayer ses prêts. Donc, pendant 4 ans, l'enfant n'a pas repayé ses prêts du gouvernement. Il est possible de faire une demande aussi chaque année scolaire et les candidatures sont ouvertes à partir du 1er octobre 2025, donc dans quelques semaines pour l'année académique 2026 à 2027. Donc c'est vrai que c'est quelque chose il faut s'y prendre un peu à l'avance, c'est sur un first come first serve basis et les prêts seront au nom de l'étudiant, donc pas au nom du parent mais vraiment au nom de l'étudiant. Le dossier de candidature prendra en compte les W2 du parent, de l'étudiant, les actifs du parent et de l'étudiant aussi pour déterminer l'éligibilité. Donc ici, quels sont les deux différents types de prêts du FAFSA? Donc à gauche, on a les Direct Subsidized Loans. Donc c'est vraiment pour les étudiants qui vont poursuivre un bachelor degree, qui ont vraiment besoin d'une aide financière. Ici, le US Department of Education, c'est eux qui vont rembourser l'intérêt sur ce prêt. Donc pas votre enfant, mais le gouvernement. Ensuite, à droite, on a le Direct Unsubsidized Loans. Ici, c'est disponible pour tous les étudiants qui souhaitent avoir un bachelor ou un master's degree. Il n'y a aucun besoin de justifier une aide financière ici.
Donc tout le monde est éligible pour ce type de prêt. Et ce sera au nom de l'enfant de repayer les intérêts sur ce prêt. Donc subsidized, c'est le gouvernement qui paye les intérêts. Unsubsidized, c'est l'étudiant qui doit rembourser ceux-ci. Et pareil, c'est 6 mois après la graduation de l'enfant. Les taux actuels du FAFSA donc, sont de 6,53. Ils suivent généralement l'économie actuelle. Donc si les taux d'intérêt sont plus élevés, FAFSA va suivre ce curve aussi. Mais ça change chaque année. Donc à vérifier l'an prochain. Alors, les actifs qui sont pris en compte, qui ne sont pas pris en compte, donc ça va vraiment avoir un impact sur le FAFSA, si vous êtes approuvé ou pas. Selon le US Department of Education, ils vont regarder les assets des parents et selon eux, 5,64% des assets des parents devraient être utilisés pour rembourser les frais universitaires pour leurs enfants. Quand c'est à l'étudiant, ils vont regarder le patrimoine de l'étudiant et ils considèrent que 20% du patrimoine devrait être utilisé pour rembourser les frais d'étudiant. Donc si l'étudiant, si les parents, ils ont vraiment beaucoup d'assets, ça peut avoir un impact sur le FAFSA qu'ils peuvent recevoir ou pas. Alors, il y a certains actifs que l'on prend en compte quand on regarde le FAFSA, d'autres qu'on ne prend pas en compte. Les actifs qui sont pris en compte, ce sont tout ce qui est vraiment liquidité pure, donc cash, compte d'épargne, high yield savings accounts, minor accounts aussi, donc UGMA, UTMA, compte d'investissement, actions, obligations, mutual funds, ETFs. La valeur des plans 529 aussi est pris en compte. Et quelques actifs ne sont pas pris en compte. Tout ce qui est plan de retraite qualifié, 401k, IRA, les annuités, plan de pension, le cash value des assurances vie américaines aussi n'est pas pris en compte, et la résidence principale. Donc ensuite, quelles sont les options de financement privé? Ici, on va revoir différents types d'options avec vous. Parfait. Bah, je vais prendre la parole. Donc, la première option, hein, une des options, c'est pas la première, parce qu'on vient d'en voir, c'est les prêts privés. Alors ici, hein, comme vous l'avez déjà vu avec Morgane, une fois que, eh bien, on a postulé aux bourses d'études, qu'on a regardé nos options en termes de prêts fédéraux, hein, les fameux FAFSA, bah, s'il reste un gap à financer, c'est là que peut entrer, hein, en jeu le prêt privé. Alors un prêt privé, auprès de qui on demande ça? Auprès des institutions bancaires, hein, que l'on connaît de façon générale. Mais ici, qui dit prêt privé, dit crédit score et crédit historique. Donc déjà, mon premier conseil, hein, c'est vraiment, j'ai donné une conférence la semaine dernière sur ce sujet, c'est vraiment commencer au plus tôt à construire votre crédit score, bien sûr, mais également le crédit score de vos enfants. Parce que on en arrive au deuxième point, hein, que vous voyez sur ce slide, c'est le nerf de la guerre, c'est le taux d'intérêt. Taux d'intérêt, aujourd'hui encore, hein, ça ces chiffres datent de janvier 2025, et les prêts varient entre 3,45 et 16,24. Alors on sait que les taux ont augmenté, mais en l'occurrence, pour les étudiants, ce n'est pas le cas. Hein, le taux fixe à l'heure actuelle, juste avant la conférence, je vais m'enseigner, il est à 2,85. Donc des taux extrêmement compétitifs. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir ces taux fixes? Eh bien, c'est écrit ici, hein, le meilleur est le dossier de l'étudiant, hein, le plus on aura un bon taux. En fait, tout simplement, une banque, elle se place je dirais comme un business ici, elle vient évaluer son risque, et donc bah, si mon enfant et moi avons un excellent dossier, bah, forcément je serai plus près des 2,85. Si bah, on n'a pas travaillé le credit score et que le dossier est un peu moins bon, bah, je risque d'être dans des taux un peu plus forts. Donc vraiment, premier conseil, commencez au plus tôt à construire votre credit score, celui de vos enfants. Et le deuxième conseil, Morgane, hein, alors on a déjà beaucoup parlé, c'est les notes, le dossier, extrêmement important parce que ça impactera très fortement votre taux d'emprunt, hein, tout simplement. Alors, les prêts peuvent être au nom des parents ou des enfants. Les limites sont beaucoup plus élevées que le FAFSA. Alors, il n'y a pas de délai de grâce. Alors, ça dépend des banques. Certaines banques vont vous octroyer un délai de grâce, mais ici, ce n'est pas une obligation, hein. On n'est pas sur la même chose que les prêts fédéraux. Donc ici, le conseil, hein, au-delà des deux premiers conseils, c'est vraiment faites une demande chez plusieurs prêteurs, au moins 3 prêteurs, hein. On demande
le fameux 3 de vie. On compare les taux d'intérêt, les options en cas de coup dur, et puis on choisit la meilleure option qu'il y a pour nous ici. Bon, la première option, c'est le prêt privé. Et maintenant, on va passer au cash. Alors, deuxième option, c'est le cash, l'épargne. Ici, déjà, c'est une très bonne chose d'épargner. C'est vrai qu'en tant que Français, ici aux États-Unis, ce qu'on voit, nous, en tout cas, depuis 15 ans maintenant, c'est qu'il y a généralement un bon taux d'épargne de la communauté française qui est installée ici. Donc bon, c'est la fondation, c'est important d'avoir du cash, je dirais, pour couvrir au moins 12 à 24 mois de dépenses. Alors dans ce cas-là, 12 à 24 mois d'études. Par contre, attention, là où c'est excellent d'avoir de l'épargne, le talon d'Achille de l'épargne, le problème de l'épargne, c'est vraiment l'inflation. L'inflation, garder trop de cash vous fait perdre en pouvoir d'achat. Alors, généralement, Morgane en a un peu parlé tout à l'heure, l'inflation actuelle, elle a baissé. Aujourd'hui, elle est de 2,9% par an. Encore une fois, c'est de la data d'aujourd'hui. Mais ici, ce qui nous intéresse, au-delà de l'inflation générale, c'est l'inflation du coût des écoles. Et si on regarde depuis 10 ans, alors j'ai pris l'exemple des écoles privées, l'inflation est de 4,4%. Donc ici, attention, parce que si je suis trop exposé à l'inflation, peut-être Morgane, tu peux passer au slide suivant, je vais perdre en pouvoir d'achat. Et là, on le voit, j'aime bien utiliser cet exemple dans la plupart de mes présentations, comment ça, c'est bien visuel. On a une personne qui, en 1982, avait 50 000 dollars sur un compte, on va dire, de saving. Et cette personne-là, quelle est la valeur, le purchasing power de ces 50 000 dollars 23 ans plus tard, en 2005, on voit qu'il est réduit de plus de moitié, puisque pour avoir le même pouvoir d'achat, il lui faudrait 106 050 dollars. Donc le cash, c'est bien, c'est super d'avoir une bonne capacité d'épargne, 10 à 12 mois de dépenses de côté, mais au-delà de ça, l'étape numéro 2, c'est vraiment de mettre en place une stratégie d'investissement, comme on le fait, et on en reparlera plus tard, pour par exemple sa retraite, pour conserver le pouvoir d'achat, et puis en fonction de votre horizon, profiter également du potentiel de croissance des marchés financiers, tout en restant toujours aligné à votre tolérance au risque, bien sûr. Voilà pour cette première partie. On pense qu'on peut passer aux IRA. Olivier? Merci Adrien, merci Morgane. Donc, de façon générale, quand on parle d'éducation, puisqu'on pense souvent à la partie financière qui est importante, la partie des études, il faut aussi, il y a toujours un aspect fiscal dans beaucoup de domaines. Plusieurs sujets à connaître avant qu'on rentre dans le détail de la partie éducation. Bien évidemment, la première chose dont on fait souvent abstraction, c'est qu'il faut savoir que le financement des études des enfants rentre dans le périmètre de donation et succession aux États-Unis. Parce qu'on pense souvent qu'en fait, on paye les études des enfants, il n'y a pas d'impact fiscal. En termes successoral, il peut y en avoir un. Par exemple, demain, si vous, pour une raison ou une autre, vous faites en fait comment dirais-je, un paiement directement à l'université, là, on considère que vous ne faites pas de donation. En revanche, si vous faites un virement à votre enfant, ou alors vous financez, par exemple, vous payez pour les loyers des enfants à l'université, pour les repas, c'est considéré comme une donation. Donc attention à cet aspect-là, parce que vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de débat, parce qu'on a des abattements assez conséquents aux États-Unis. C'est vrai, parce que, pour rappel, à partir du 1er janvier, on va basculer à 15 millions de dollars par personne en termes d'exemption sur les successions et donations aux États-Unis, donc ça fait 30 millions pour un couple. Mais tout ce qui est au-dessus de 19 000 dollars annuels, il faut effectuer une déclaration de donation. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne savent pas, qui financent les études des enfants et qui, parfois, payent au-delà, c'est-à-dire que soit ils ne versent pas directement à l'université ou alors ils payent des choses en extra aux enfants, comme par exemple les loyers, la nourriture. Tout cela, c'est considéré comme une donation d'un point de vue américain. Donc, techniquement, il faut effectuer une déclaration de donation chaque année dès lors que cette donation dépasse 19 000 dollars. Donc, bien comprendre cet aspect-là quand même quand on parle d'éducation. Après, il y a l'aspect bien évidemment fiscal, comment je finance tout cela et d'un point de vue fiscal, comment je peux articuler. Donc, plusieurs possibilités d'investissement. Le premier va être ce qu'on appelle les plans de retraite, parce que les plans de retraite peuvent être utilisés dans un cas exceptionnel pour financer les études, soit ses propres études, soit ceux de ses enfants, ou même dans certains cas, on en parlera après, les plans de retraite peuvent être au nom des enfants. Et donc ça, c'est une chose assez intéressante parce que comme vous le savez, quand vous avez un plan de retraite,
Si vous y touchez avant 59 ans et demi, vous avez des pénalités de 10% et puis une taxation, bien évidemment, sur ces plans de retraite. En revanche, si demain vous utilisez ces plans de retraite avant 59 ans et demi, et notamment parmi les exceptions, si vous les utilisez pour effectuer des dépenses d'éducation, y compris pour vos propres enfants, alors on échappe à la pénalité des 10%. On va parler après dans le détail, mais pour rappel, hein, un IRA, donc un plan de retraite, hein, si on a moins de 50 ans, on peut mettre jusqu'à 7 000 $ par an. Si on a plus de 50 ans, on passe à 8 000 $ par an. Donc ça, c'est très important de comprendre. Bien évidemment, alors on va distinguer le Roth et le traditionnel après, mais toute distribution fera l'objet d'une fiscalité aux États-Unis. C'est ce dont on va parler maintenant. Et comme c'est également évoqué, attention, tout retrait pourrait être considéré comme un revenu. Et donc, dans le cas de l'éligibilité à la FAFSA, hein, il faudra y être assez attentif dans ce cadre-là. Maintenant, quand on parle de plan de retraite, il faut catégoriser deux typologies de plans de retraite aux États-Unis. Le premier, c'est ce qu'on appelle les traditionnels, Traditional IRA, et le deuxième, les Roth IRA. Traditional IRA, c'est ce qu'on appelle du pré-taxe, hein. Ça veut dire quoi du pré-taxe? Ça veut dire que au moment où je contribue dans ce plan de retraite, je peux déduire ces cotisations de mes revenus. Donc, j'ai un avantage fiscal, c'est que je vais réduire ma base imposable aux États-Unis et je serai donc taxable uniquement sur le reliquat. L'autre avantage également, c'est que toutes la croissance de ces investissements feront l'objet de pas de fiscalité jusqu'à ce que je retire ces investissements. Donc, en gros, je vais continuer l'accroissement de mes plans de retraite, hein, dans un traditionnel, ne feront pas l'objet d'une fiscalité à l'instant T. C'est-à-dire que chaque année, même si ça prend 10% par an et que c'est à l'intérieur de ce plan de retraite, les plus-values sont réalisées, il n'y aura pas d'imposition. En revanche, l'inconvénient, c'est que lorsque je vais retirer ces plans de retraite, là, j'aurai une fiscalité dès le premier dollar, puisque bien évidemment, j'aurai déduit à la base. Donc, dès le premier dollar, je serai fiscalisé. Et donc là, j'aurai une fiscalité qui sera totale au moment de ma retraite. Et la deuxième chose, c'est dans ce qu'on appelle les traditionnels IRA, on a ce qu'on appelle le R&D. Passé l'âge de 73 ans, on a l'obligation de retirer un minimum de ces plans de retraite. On ne peut pas les laisser grandir et se dire, je verrai plus tard. On doit chaque année distribuer ces plans de retraite. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, si on le retire avant 59 ans et demi, il y aura une pénalité. L'éducation fait l'objet des exceptions. Donc, dans le cas de l'éducation des enfants, si je retire avant 59 ans et demi, si c'est pour financer les études des enfants, je vais ne pas avoir de pénalité de 10%. Par contre, il y aura une fiscalité totale, comme si je l'avais le jour où je prendrai ma retraite. Deuxième typologie, c'est ce qu'on appelle les Roth IRA. Alors, Roth, c'est ce qu'on appelle de l'after-tax. Je ne vais pas avoir d'avantage fiscal aujourd'hui, mais j'ai un avantage fiscal futur qui sera total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout l'accroissement de mes revenus ne sera jamais fiscalisé sur ces plans de retraite. Donc, au moment où je vais contribuer à ces plans de retraite, je n'aurai pas l'avantage fiscal, je n'aurai pas de déduction. En revanche, ces plans de retraite vont grandir et au moment où je prendrai ma retraite, eh ben, l'intégralité des distributions, hein, y compris la part de revenus, ne fera pas l'objet d'une fiscalité. Ce qui est un réel avantage fiscal aux États-Unis, ça revient à dire qu'en fait, tous les financements, tous mes placements ne feront jamais l'objet d'une fiscalité dans ce cadre-là. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant quand on a un horizon à long terme. Alors, souvent, on dit que c'est intéressant aussi pour les gens à faible revenu, hein, c'est-à-dire qu'en fait, qui n'ont pas besoin d'avoir de déduction fiscale. Parfois, ça peut être aussi intéressant pour ceux qui ont des hauts revenus. Donc, parfois, ça peut être pas mal de dire dans un premier temps, je fais du pré-taxe, j'investis dans un traditionnel, mais à un moment donné ou à un autre, je fais des rollovers vers un Roth. Pourquoi? Parce qu'avec cette visibilité à long terme, et si je pense que mon portefeuille va prendre encore beaucoup de valeur, j'aurai un meilleur avantage fiscal à avoir ce Roth, puisque je ne serai plus fiscalisé à vie sur ces plans de retraite, une fois que j'aurai acquitté mon impôt au moment de faire le rollover. Et l'autre avantage également, on n'a pas ce qu'on appelle de R&D, c'est-à-dire que lorsqu'on est titulaire d'un Roth, même si j'ai passé 73 ans, je n'ai pas besoin de distribuer ce Roth, qui est quand même assez intéressant fiscalement. Et en plus, en termes de transmission, le jour où je ne serai plus là, mes héritiers vont bénéficier de ce Roth et ils n'auront pas à payer une fiscalité. Ce qui n'est pas le cas, attention, pour les plans traditionnels de plans de retraite, hein, ce qu'on appelle, si on vient en traditionnel, hein, les pré-taxes. Le pré-taxe, malheureusement, on transfère la fiscalité à ses enfants le jour où on n'est plus là. C'est-à-dire que les enfants devront payer un impôt quoi qu'il arrive, si le jour où je ne suis plus là, mes plans de retraite n'ont pas été utilisés à 100%, c'est mes enfants qui ont la charge fiscale. Alors que dans un Roth, ce ne sera pas le cas. Donc ça, c'est un avantage qui sera quand même assez intéressant. Et de la même façon, l'avantage du Roth, c'est que si je l'utilise pour financer les études des enfants, là, c'est pareil, je n'ai pas de pénalité de 10%, donc si je le fais avant 59 ans et demi, j'ai une fiscalité, attention en revanche, c'est-à-dire que sur la part de revenus
qui sera afféré dans ce plan de retraite, je serai fiscalisé. Sauf que le réel avantage qu'on a, c'est que si demain, admettons, au moment où vos enfants font leurs études, vous avez un plan de Roth qui est de 100 000 $, vous avez mis dans ce plan de retraite, donc la valorisation est de 100 000 $, votre part du capital, l'argent que vous avez mis dedans est de 70 000 $. Si vous avez besoin d'utiliser 30 000, il n'y aura pas de fiscalité parce qu'en fait, on considère que vous retirez d'abord le capital. En revanche, si demain, sur cette même valeur de 100 000, j'ai besoin, et donc j'ai contribué 70 000, j'ai besoin de prendre 80 000 $, là, j'aurai une fiscalité sur 10 000 $ dans le cas du Roth parce que c'est une exception, parce que je le retire avant, mais je n'aurai pas de pénalité de 10%. Donc, ça présente quand même un avantage fiscal parce qu'on fait d'abord, je retire le capital. Donc, là aussi, il faut le faire. Et de façon générale aussi, un petit conseil, si certains d'entre vous êtes entrepreneurs, il n'y a rien qui vous empêche de salarier vos enfants, même s'ils sont mineurs, vous pouvez toujours leur dire qu'ils vous aident à travailler dans la société, de leur donner un salaire qui est par exemple de 7 000 $ par an. Ce salaire de 7 000 $ par an, l'avantage, c'est que ça va être déduit de votre côté de vos revenus. Vos enfants, comme ils seront inférieurs aux abattements au niveau fédéral, ils ne seront pas taxables dessus. Et avec ces 7 000 $, vous les financez dans un Roth au nom des enfants. Et là, le réel avantage fiscal, c'est que les enfants vont avoir un plan de retraite qu'ils pourront utiliser, même s'ils sont tout petits, pour financer leurs études. S'ils ne l'utilisent pas, bah, ce sera un avantage fiscal que vous leur donnerez pour toute leur vie, puisqu'encore une fois, j'insiste, ils n'ont pas aujourd'hui de tranche d'imposition, donc ils n'ont pas besoin de faire du pré-taxe, ils vont faire de l'acteur taxe, et donc ils auront cet avantage fiscal qui sera quand même assez intéressant à vivre. Donc, si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à l'utiliser, parce que c'est quand même assez intéressant dans ce cadre-là. Merci Olivier. Donc, prochain moyen de financer les études des enfants, c'est à travers des comptes d'investissement. Donc ici, on parle des actions, obligations, mutual funds, ETFs, assez classiques ici. Les rendements sont historiquement plus élevés que d'autres actifs, comme avait mentionné Adrien, que le cash ou un compte savings. Depuis 1957, en parlant du S&P 500, le rendement annualisé a un moyen de 10,5. Donc beaucoup plus élevé ce qu'on peut avoir quand on compare un high yield savings account qui rapporte du 3-4 en ce moment. Mais avec des rendements plus élevés, bien sûr, il y a plus de risques aussi. Donc, il y a risque de perte d'investissement. C'est un risque assez important à considérer. Et aussi, on avait mentionné avant dans la présentation que les tuitions, ils augmentent de façon beaucoup plus rapide que l'inflation normale. Donc, c'est vrai qu'un compte d'investissement peut battre l'inflation, donc peut être un bon outil. Mais voilà, il porte aussi beaucoup de risques avec, liquidity risk aussi. Donc, il y a certains types d'investissements où ils ont une maturité de quelques années. Si on retire l'argent avant cette maturité, on peut avoir des pénalités aussi. Donc, il y a vraiment, ça peut être un bon outil, mais c'est une partie de la stratégie. Ce ne serait pas la seule recommandation d'avoir que des comptes d'investissement. Bien sûr, il y a la fiscalité à prendre en compte aussi, donc tout ce qui est short-term and long-term capital gains. Si on est investi dans un compte d'investissement, on garde l'investissement pour plus de 1 an et 1 jour, on va payer des long-term capital gains dessus. Par contre, si on vend l'investissement après 1 mois ou jusqu'à 1 an, ici on aura des short-term capital gains à payer qui sont beaucoup plus forts que les long-term. Et il faut bien sûr se renseigner lorsqu'on ouvre un compte d'investissement s'il y a des frais ou pas. Alors ensuite, on va parler des fameux plans 529. Donc, qu'est-ce que c'est un plan 529? C'est des plans qui sont fiscalement avantageux, utilisés pour épargner en vue des dépenses universitaires. Donc ici, les règles sont assez strictes dans ce type de plan. Ces fonds doivent être utilisés pour des Qualified Education Expenses dans un Qualified Institution. Donc, ils sont assez vraiment stricts avec ces termes ici. Donc, le US Department of Education, ils publient en fait une liste chaque trimestre des écoles qui sont qualified selon eux. Donc, bien sûr, il y a toutes les universités aux États-Unis qui sont acceptées sous cette liste, quelques universités à l'étranger aussi. Mais si on n'utilise pas les fonds du 529 pour l'université, ou si on l'utilise pour l'université, mais ce n'est pas dans une école qualifiée selon eux, on a une pénalité de 10% et on doit payer des taxes sur l'intérêt qui a grandi là-dessus. Donc, c'est généralement investi dans des comptes d'investissement, ETF, assez classiques ici. On peut ouvrir ce 529 à travers notre état de résidence, un autre état des États-Unis ou à travers un conseiller. Mais il faut bien lire le fine print pour s'assurer qu'il n'y ait pas de frais ou s'il y a des frais que ce ne soit pas trop élevé. Ça peut en avoir un impact sur le rendement. Et vu que c'est un compte d'investissement, on a les mêmes risques, donc le risque de perdre son investissement,
timing risk aussi, market risk. Et ces plans ne sont pas garantis, donc ne sont pas garantis par les États ni par le gouvernement fédéral. Une bonne chose de ce type de plan, par contre, si vous avez plusieurs enfants, donc ce plan peut être transféré d'un membre de la famille à un autre. Donc disons que votre enfant est né, a fini ses 4 années à l'université, et il reste 100 000 dollars sur le 529. Ces 100 000 dollars peuvent être transférés pour votre deuxième enfant, pas sans pénalité, sans besoin de payer taxe là-dessus. Oui, donc le 529, hein, c'est un outil qui est un outil assez à la fois fiscal, mais à la fois successoral également, hein, comme il est évoqué dans ces slides, il n'y a pas de limite de cotisation annuelle. Tout le monde peut y cotiser au plan. L'avantage que vous allez avoir, bien évidemment, c'est qu'il y aura, à partir du moment, et comme le Morgan vient de le préciser, où vous utilisez ces dépenses pour des dépenses qualifiées, vous avez une exonération de tous les revenus qui ont été générés par ce plan. Donc, en gros, ce qui est quand même assez avantageux, je mets 10 000 dollars sur un plan, s'il en vaut 15 000 au moment où je le retire, ces 5 000 n'auront pas été fiscalisés, alors qu'ils auraient été fiscalisés, bien évidemment, dans le cas du plan classique. L'autre avantage également, hein, dans la définition des 529 aussi, font partie à non seulement les tuitions, mais également ce qu'on appelle les dépenses de logement à l'université, ou pour une partie en dehors, c'est-à-dire qu'en fait, on va définir un forfait qui va être délivré par l'université. À hauteur de ce forfait, soit vous utilisez pour des dépenses de logement dans l'université ou à l'extérieur. Et quand on dit dépenses de logement, ça inclut aussi de la nourriture. Donc en fait, ce sont des allowances qui sont fixés par l'université, et vous allez pouvoir utiliser ces 529 dans ce cadre-là. Parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la partie hors tuition, ça rentre dans une partie donation-succession, alors que tout ce qui sort du 529, y compris la partie room board et repas, dans une certaine limite, ne seront pas assujettis à ces règles fiscales. Donc, comment ça va marcher en fait? Vous allez avoir la possibilité, parce que là aussi, c'est un guide que vous faites, puisque le bénéficiaire vont être vos enfants, vous allez avoir la possibilité soit de mettre 19 000 par an si vous le souhaitez ou au-delà, mais si vous souhaitez mettre plus que 19 000 dollars par an, l'administration fiscale vous autorise à verser 5 années en avance d'équivalent des 19 000 dollars dont vous avez le droit. Donc, ça fait 95 000 dollars. Vous pourriez ouvrir demain un 529, faire un 95 000 sans avoir besoin de déclarer sur votre déclaration de donation aux États-Unis. Donc là, c'est assez intéressant parce que vous enlevez ça de toute la problématique successorale. Donc, pour un couple, ça fait 190 000 dollars. Donc, vous aurez cet avantage-là. Et bien évidemment, vous n'aurez pas de pénalité de 10% sur tout ce qui sera, dès lors que, encore une fois, Morgan l'a bien précisé, c'est utilisé pour les dépenses qualifiées. L'autre avantage également, et Morgan l'a dit, si je l'utilise pour d'autres enfants, ça peut être rollover pour d'autres enfants, ou alors, si au terme de l'éducation, une partie n'a pas été utilisée, et c'est ça qui est assez intéressant, vous avez possibilité de faire ce qu'on appelle un rollover, et ça c'est possible seulement depuis 2024, d'un 529 vers un Roth IRA, donc vraiment le plan le meilleur, et jusqu'à hauteur de 35 000 dollars. Donc, imaginons demain, vous avez un plan et finalement, il n'a pas été utilisé à hauteur de 20 000. Vous allez pouvoir le mettre en rollover dans un Roth au nom de votre enfant. Et donc, il y aura, comme j'ai dit tout à l'heure, cet avantage fiscal qui gardera toujours toute sa vie. Donc là, on n'aura pas de pénalité fiscale. C'est pour ça que parfois, c'est intéressant d'utiliser également. Ça vous permettra de le faire sur le long terme. Également, l'autre chose, en dehors du 529, c'est aussi, Morgan l'a parlé tout à l'heure, des brokerage accounts. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir des noms dans des UTMA ou des UGMA accounts au nom des enfants qui, eux, sont mineurs. Et l'avantage fiscal que vous allez avoir dans ce cadre-là, donc là, c'est pareil. Par contre, vous ne pouvez pas mettre plus de 19 000 dollars par an pour éviter d'avoir des déclarations de donation à faire. Vous pouvez mettre plus si vous voulez parce qu'on a un abattement qui est assez conséquent. Mais l'avantage dans ce cadre-là, si c'est au nom des enfants, tous les revenus financiers générés par les enfants, il y a une exemption à hauteur de 1 300 dollars par an d'un point de vue de l'administration fiscale américaine. Donc, jusqu'à 1 300 dollars par an, je ne paie pas, les enfants ne paient pas d'impôts sur ces revenus financiers. Et encore un autre jusqu'à hauteur de 1 300 dollars. Ces 1 300 dollars sont taxables à la tranche d'imposition des enfants, donc en gros quasiment à zéro. Donc ça fait quasiment 2 600 dollars free of tax. Et tout ce qui est au-dessus de 1 600 dollars, là, il sera taxable à la tranche d'imposition des parents. Mais là aussi, on a un petit avantage fiscal parce que ces revenus aussi peuvent être générés chaque année. Donc là aussi, il y a cette possibilité-là par rapport à ce que Morgan évoquait également dans le cas des brokerage accounts dans ce cadre-là. Voilà, et c'est aussi important de noter que ces plans 529 ils ont été créés pour les familles américaines. Donc, c'est vraiment un super plan pour les enfants qui sont américains, qui souhaitent étudier aux États-Unis. On va voir donc le prochain slide. Il faut faire attention parce que vu on vient de familles françaises aux États-Unis,
il se peut que nos enfants souhaitent étudier en France. Et ici, il faut faire attention car il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont acceptées sur la liste US Department of Education pour Qualified Institutions. Donc ici, il y aurait une pénalité de 10% et aussi taxation sur les gains. Alors, voici la liste de ce trimestre du US Department of Education. À l'heure actuelle, il y a quelques écoles en France qui sont acceptées sous ce programme de 529. Donc, si votre enfant décide d'étudier dans une de ces universités sur l'écran, il n'y aura pas de pénalité de 10% ou de taxe dessus. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal d'écoles ici qui sont des écoles américaines, donc American University of Paris. Sinon, il y a des grandes écoles en France aussi sur cette liste. Mais voilà, il y a beaucoup d'universités en France et ici à peu près 10-12 universités qui sont acceptées. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte si votre enfant souhaite étudier à l'étranger. Si on parle de la Suisse, par exemple, on a 4 universités, donc encore moins que la France. Et le Canada, pourquoi est-ce que je parle du Canada? Ce n'est pas en Europe, mais c'est une option très populaire pour les familles françaises aux États-Unis. McGill et Concordia, donc ce sont des universités qui ont des programmes français. Donc pour tout enfant qui a un passeport français et qui souhaite étudier à McGill ou Concordia, ils auront le tuition d'un étudiant qui habite à Montréal. Donc ce sera in-state tuition, ce ne sera pas out-of-state tuition ni international tuition qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Donc voilà, c'est une option assez populaire pour les familles françaises aux États-Unis. Bien sûr, il y a d'autres écoles en Europe qui sont acceptées aussi, mais en termes de différents pays, on voit que bien sûr la France est la plus populaire, la Suisse et le Canada. Donc voilà, confirmez chaque trimestre que votre enfant, il apply bien à des écoles qui sont sous cette liste pour éviter toute pénalité. Parfait. Alors là, on a parlé de plusieurs outils au sein de votre stratégie patrimoniale, hein. On a commencé par parler du cash. Ensuite, on a parlé d'outils de croissance, hein, qui seront placés sur les marchés financiers, hein, comme le compte d'investissement, le 529. Mais une question qu'on nous pose souvent, c'est de nous dire, OK, bon, bah, je maîtrise bien maintenant les outils de croissance, l'outil de défense, le cash, mais on a dit pas plus de 12-24 mois à cause de l'inflation. Quelles sont mes autres options? Et la meilleure option, hein, pour conserver de l'épargne, peut-être le meilleur actif défensif aujourd'hui pour faire croître son épargne sur le moyen long terme et, hein, dans le cadre de notre conférence d'aujourd'hui, préparer les études de ses enfants, c'est la Cash Value Life Insurance. Alors, qu'est-ce que la Cash Value Life Insurance pour ceux qui ne connaissent pas cet actif? Eh bien, c'est tout simplement une assurance vie à capitalisation américaine. Hein, donc, c'est un compte, concrètement, dans lequel je mets de l'épargne, hein, épargne qui va grandir en fonction des options que j'ai choisies. Ici, j'ai 4 caractéristiques qui sont importantes, hein, et à prendre en compte. Le premier, c'est un actif défensif, comme j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas espérer la croissance que je vais pouvoir avoir sur les actifs de croissance, comme le compte d'investissement et le 529. Ici, je peux espérer, encore une fois en fonction des options, entre 4 et 6% de rendement annuel. Quelque chose, c'est le 4e point ici, mais quelque chose d'important, hein, c'est que ces 4 à 6%, ils sont nets de taxes. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité de faire grandir mon épargne de façon tax deferred, un peu comme sur mes plans retraite, et j'ai la possibilité de l'utiliser tax free. J'ai des garanties au sein du contrat, hein, qui font que je n'ai pas de risque de perte. Hein. J'ai ces rendements-là. Et enfin, bien sûr, c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que l'épargne est disponible? Oui, l'épargne est disponible dès la première année. L'avantage de cet actif défensif, hein, c'est vraiment qu'il n'y a pas de condition de retrait. Ici, je peux l'utiliser pour le paiement des études de mes enfants, mais si mon enfant décide, par exemple, je sais pas, une idée de génie, décide de monter sa société et d'abandonner ses études, je peux aussi utiliser ce capital, eh bien, pour l'aider à se lancer dans son projet entrepreneurial. Je peux aussi choisir c'est pas un compte qui est proprement à mon enfant, je peux aussi choisir de le garder pour moi. C'est un bon moyen, c'est un bon actif défensif, c'est un bon moyen qui me permet d'anticiper, hein, ces études sans avoir, entre guillemets, à me déposséder ici. Également, un point important, hein, c'est ce type de contrat est couplé d'une assurance décès, donc il y a vraiment un aspect protection qui a un multiple
de l'épargne qu'on a investie. Alors, c'est pas joyeux, mais si jamais, hein, je touche du bois qu'il n'arrive rien à personne, il nous arrive quelque chose, j'ai cette assurance décès qui va pouvoir, qui va payer à ma famille et qui pourra, eh bien, dans le cadre des études, permettre à mes enfants de financer leurs études, même si malheureusement je ne suis plus là. Deuxième point, prochain slide. Alors, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais je voulais revenir dessus parce que c'est extrêmement important. De la même façon qu'on va investir son épargne pour, je sais pas, un projet immobilier, pour préparer sa retraite, le plus tôt on va commencer à mettre en place une stratégie financière pour anticiper le financement des études de ses enfants, le mieux. Alors aujourd'hui, on a parlé de plusieurs types de comptes. On a parlé d'actifs de croissance qui sont importants, qui est le 529, le compte d'investissement sur les marchés financiers, d'actifs défensifs, le cash, les Roth IRA, également les UTMA, UGMA. Donc tout ça, ce sont vos outils. Mais ici, notre rôle, nous, en tant que conseiller de patrimonial, c'est vraiment d'être capable de vous accompagner à choisir, à mettre en place une stratégie, encore une fois, comme vous le faites pour la retraite, pour eh bien, que ce soit en lien avec votre tolérance au risque et pouvoir atteindre vos objectifs. Alors Morgane en parlait tout à l'heure, et pour être un peu plus concret, c'est vrai qu'on a vu le taux de rendement du S&P, des marchés financiers ici aux États-Unis, si on remonte même à très longtemps en prenant en compte tous les événements qui se sont passés durant ces années-là, positifs ou négatifs, on est à peu près à 10%, en moyenne, pardon, à 10% de rendement. Et pour notre conférence aujourd'hui, je me suis permis un exercice et je me suis mis dans la peau d'une personne qui commençait à mettre de côté pour la retraite, et pour les études de ses enfants. Et cette personne-là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui mettait 100 $ par mois à la naissance de son enfant, en augmentant chaque année ses contributions de 5%, une contribution raisonnable, 100 $ par mois pour les études de ses enfants, qui mettait en place une stratégie patrimoniale, alors qui ne rapportait pas 10%, parce que dans une stratégie patrimoniale, on fait un couple d'actifs défensifs et d'actifs de croissance, donc 7% de rendement moyen. Et bien cette personne-là, en mettant ses 100 $ par mois de côté, a aux 18 ans de ses enfants, 62 487 $. Donc un beau, je dirais, pactole, entre guillemets, pour pouvoir accompagner son enfant, ses enfants, dans leurs études. Et si on augmente ce 100 $ à 200 $, c'est 124 000 $. Si on augmente cela encore un peu plus loin, et qu'on va chercher 500 $ par mois, c'est 312 000 $. Le point ici, c'est pas de dire qu'il faut mettre 500 $ plutôt que 100 $. Le point ici, c'est de dire comment ces taux a un vrai impact. Et c'est extrêmement important de se poser dès, entre guillemets, alors c'est les États-Unis, dès la naissance, pour eh bien que cet impact, que ce coût soit le plus préparé possible et le plus facile pour vous. Voilà, je pense que on va pouvoir passer aux questions, Morgane, si on prochain slide. Oui, on a Voilà. 2 questions, je crois. Voilà. Alors, au niveau de la première question, liée au FAFSA, donc si l'étudiant est citoyen américain, mais que les parents sont sous visa, est-ce que c'est possible de postuler? Oui. Donc ici, le gouvernement veut vraiment que ce soit l'enfant qui soit sous carte verte ou US citizen, donc tout à fait, c'est possible. Et il me semble que la deuxième question, c'est pour toi, Olivier, au niveau du IRA. Oui, si on envisage d'utiliser un ARA uniquement pour des études, en sachant que ce n'est pas imposable dans les deux cas, non, c'est pas ça, mais est-ce que c'est plus avantageux d'avoir un traditionnel? En fait, attention, le traditionnel, il sera toujours taxable. Donc là, dans notre cas à nous, ce qui va se passer, c'est que la seule chose qu'on va éviter dans le traditionnel, c'est on va éviter de payer les pénalités de 10%. Donc, si j'utilise cet ARA pour financer les études de mes enfants, je ne paierai pas les 10% de pénalité. En revanche, je paierai l'impôt comme si je le payais de toute façon dans un cas traditionnel. Malheureusement, ce serait trop beau. Donc là, je vais être fiscalisé de la même façon qu'un plan de retraite traditionnel. Donc c'est classiquement, sauf que je ne paierai pas les pénalités de 10%. Donc dans le cas du traditionnel, je paye 100%. En revanche, dans le Roth, l'avantage dont j'ai évoqué tout à l'heure, c'est imposable, mais uniquement une fois qu'on a consommé le capital, ce qui est vraiment la grosse différence que dans le cas d'avant. Donc dans le Roth,
j'ai une fiscalité, mais qui sera probablement plus faible parce que si demain, je n'ai pas besoin d'utiliser l'intégralité de ce que j'ai investi dedans, ben, en fait, je serai taxable uniquement à hauteur du capital que j'aurais mis. Si je suis au-dessus, je serai taxable sur la fraction supérieure. Donc, si je finance 100%, bah, effectivement, dans ce cas-là, ce sera un peu dans le même cas que dans le cas avant, où finalement, j'aurai pas une fiscalité conséquente. Mais n'oubliez pas, dans le cas d'avance, je suis taxé les premiers dollars, hein. Je prends la déduction fiscale au moment présent, mais je suis taxable à 100% au moment du retrait. Donc, le ROS présente l'avantage quand même, encore plus, qui plus est, s'il est au nom des enfants, d'avoir un outil pour ça, pour la vie future, quoi qu'il arrive. Et si je l'utilise pas, je l'utilise pas, tant pis, hein. Donc attention, dans le cas du traditionnel, je suis fiscalisé sur la totalité. Dans le cas du ROS, je serai fiscalisé uniquement sur la quote-part de revenus si je n'ai pas consommé le capital d'abord. C'est-à-dire que si les études des enfants sont bien évidemment inférieures au montant du capital que j'ai mis dans mon ROS, je n'aurai pas de fiscalité parce que je consomme d'abord le capital, ce qui est quand même assez intéressant d'un point de vue fiscal. Alors, pendant qu'on finit les prochaines questions, pour ceux qui sont intéressés, vous avez accès à mon lien calendrier. Comme l'a mentionné Adrien, chaque situation est vraiment différente et unique. Ce n'est pas one size fits all, donc si vous avez des questions vraiment spécifiques sur votre situation, n'hésitez pas. Et justement, Adrien, prochaine question pour toi. Comment construire le credit score de son enfant? Alors, bah, c'est une très bonne question. Si vous voulez, on a un webinaire sur tout le sujet du crédit score, mais je vais pouvoir y répondre rapidement. Alors, aux États-Unis, l'âge minimum légal pour avoir une carte de crédit, c'est 18 ans. Donc, est-ce qu'on attend 18 ans? La réponse, c'est non. En tant que parent, vous avez la possibilité de mettre, enfin, parent d'ailleurs, en tant que détenteur de crédit card, hein, vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle des authorized users. Et ça, à partir de quel âge? Alors, ça dépend des compagnies de crédit card. C'est pas aussi fixe que les 18 ans. C'est entre 13 et 15 ans. Alors, 13 ans, on pourrait se dire, attends, je vais ouvrir une carte de crédit à 13 ans à mon enfant. La réponse, c'est oui, mais vous n'êtes pas obligé de lui donner la carte de crédit. Hein, vous pouvez la garder pour vous. Par contre, le plus tôt vous commencez, hein, je reviens toujours, j'insiste là-dessus, mais c'est très important, le plus tôt vous commencez, eh bien, le plus de history aura votre enfant. Hein, donc, mon conseil, c'est si vous avez une banque qui permet, à partir de 13 ans, de mettre votre enfant en authorized user, à partir de cet âge-là, il bénéficiera de votre historique, il bénéficiera de vos performances, entre guillemets, de vos credit scores. Pour ses études, ce sera entre guillemets un beau cadeau, hein, puisque s'il y a besoin d'avoir recours au prêt, eh bien, potentiellement, au moins sur ce point-là, il aura les meilleurs taux, hein, si on a bien travaillé le credit score et qu'on a un credit score assez haut. Et deuxième chose très importante, alors ça c'est pour après les études, quand votre enfant voudra acheter son premier bien immobilier, faire un crédit automobile, sa crédit history, elle sera extrêmement longue et il sera, entre guillemets, encore une fois, hein, à ce niveau-là, dans les meilleures conditions pour obtenir un prêt. Et c'est un game changer en termes de taux d'intérêt. On l'a vu tout à l'heure. Donc, comment construire le crédit score en tant qu'authorized user sur vos cartes de crédit et le plus tôt le mieux. Merci Adrien. Donc, prochaine question. Quel est le prix pour le tuition si la famille est basée en France? Si vous habitez en France et votre enfant souhaite étudier aux États-Unis, ce sera un international tuition qui est assez élevé. Adrien, je ne sais pas si tu veux partager peut-être ton expérience. Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis dans ce cas parce que mes parents sont en France, ma famille est en France, j'ai fait mes études aux États-Unis. Du coup, vous êtes out of state, hein. Donc, moi, j'étais à Temple University, par exemple. Et du coup, on a payé le out of state tuition. Alors, il y a des écoles en France qui ont ce qui était mon cas également, qui ont des partenariats avec des universités américaines. Je vous conseille fortement, si vous êtes en France, de vous renseigner sur quelles sont ces écoles. Pourquoi? Parce que elles vous permettent d'avoir le diplôme américain, donc le BBA américain ou le MBA américain, si vous souhaitez avoir un MBA, de l'université qui a le partenariat avec cette école, plus le master de l'école sélectionnée. Ça vous permet de réduire drastiquement les coûts d'université pour les personnes qui sont basées en France. Prochaine question. Donc, à quelle hauteur peut-on réussir à financer une année d'études supérieures avec des bourses?
Donc ici, ça varie vraiment. Bon, bien sûr, le meilleur, le score GPA, SAT, ACT, IB, bon, les meilleures chances qu'on a d'avoir un full ride. Pour vous donner mon exemple, donc j'avais fait des demandes d'application dans 3 différentes universités. Donc j'avais le même score, j'avais la même rédaction pour chaque école. Il y a absolument rien qui a changé là-dessus. Une université m'a donné un full ride, donc m'ont offert 45 000 par an. L'autre m'a offert 10 000 par an. Et la dernière m'a offert aussi un full ride de 20 000 par an. Donc ça dépend vraiment des universités. Je suis désolée, je peux pas vous donner une réponse vraiment spécifique, mais voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance, faire ces demandes d'application pour vraiment avoir le temps de recevoir l'offre et bien comparer. Parce que dans mon exemple où on m'a offert le full ride de 45 000 par an, donc c'était lié au tuition, on m'obligeait d'habiter sur campus, donc le logement, pendant les 4 ans. Et j'habitais à 15 minutes de cette université, donc voilà. Payer 4 années de logement, 20 000 par an quand on habite juste à côté, pour moi, ça faisait pas de sens. Donc, je n'ai pas choisi cette école. Donc, juste pour vous dire, c'est important de bien relire les contrats d'application, d'acceptation. Donc voilà, mais ça peut vraiment avoir un gros impact. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté dès le départ de bien travailler sur son GPA et les examens. Mais voilà, vraiment à comparer chaque offre. Merci Merci Morgane. beaucoup, Morgan. Vas-y, Adrien, je t'en prie. Non, non, bah, je disais merci Morgane. Et Merci, Morgane. encore une fois, hein, ce qui est important, on insiste là-dessus, mais c'est vraiment important. Là, on parlait de ce qu'on observait chez nos clients. Vous voulez vraiment être préparé. C'est vraiment une grosse différence, hein, entre la France et les États-Unis, les études des enfants. Et le plus tôt on commence à planifier, le plus facile c'est. Et entre guillemets, le moins le moins ça nous prend d'épargne immédiate. Donc très important, si vous voulez avoir un bilan personnalisé, comme on a dit, on l'offre, le premier bilan pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire ou qui regardent le replay. Vous pouvez prendre contact avec Morgane et on pourra vous présenter, hein, une stratégie, les stratégies financières qu'on met en place pour nos clients pour anticiper justement ce coût qui sont les études des enfants. Et à titre personnel, je vous recommande de prendre rendez-vous avec Morgan parce que j'ai 4 enfants qui ont fait leurs études aux États-Unis, qui sont encore en train de les faire pour 3 d'entre eux, et qu'absolument tout ce qu'elle raconte, avec la légitimité de le dire parfois en anglais, ce qui lui augmente encore plus la légitimité, évidemment, est tout à fait vrai, tout à fait juste, est exactement ça. Euh, et, euh, et je vous conseille, je confirme qu'elle a toute la légitimité pour répondre à vos questions. Voilà. Est-ce que vous avez terminé, Adrien, Olivier et Morgane? C'est bon, je pense, ouais. C'est Alors, merci beaucoup d'avoir passé 1 heure avec nous, avec le Friend Strict. C'était un plaisir, une fois de plus. Je vous recommande à tous, donc, une dernière fois, ou cliquer sur un des liens que j'ai mis dans la conversation, ou alors de scanner le QR code de Morgane. Si vous avez la moindre question, ce webinaire est enregistré. Il sera rediffusé sur le Funstrict et sur YouTube. Donc, pour ceux qui sont arrivés en cours ou qui ont raté un petit élément, vous pourrez très bien vous serez prévenu dans notre newsletter lorsqu'il sera mis en ligne dans quelques jours. Voilà. Merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup, Adrien et Olivier. Merci, Romain. À très bientôt, tout le monde. Merci à French Merci Merci. Romain et Merci à merci à tous. tous. Au À très revoir. bientôt, Au tout le revoir. monde. Au revoir.